Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, ce dimanche, comme les précédents, on refera évidemment l'actualité de la semaine en commentaire et analyse telle que perçue par la rédaction de STV à l'aune de notre invité. L'invité de ce dimanche est une grande dame de l'audiovisuel qui a su faire son chemin en posant des marques, j'ai failli dire désormais indélébiles. Elle a récemment, au cours du mois de juin, organisé le tout premier salon international de l'audiovisuel au Cameroun. Un événement qui a mobilisé tous les acteurs nationaux et même internationaux sous le haut patronage du ministère de la Communication, mais surtout le marrainage d'une très grande dame de la télévision africaine et mondiale, Denise Epoté. Ce soir donc, nous recevons Yolande Baudion qui a accepté de venir partager les coulisses de ce grand événement, mais surtout les projections pour les années à venir. Mais comme tous les dimanches, nous reviendrons grandement évidemment sur, je l'ai dit, les faits de l'actualité tels que observés par la rédaction de STV. Il y a cette audience ou alors cette visite de Kylian Mbappé au Cameroun qui est reparti hier après une tournée d'abord auprès des autorités politiques à Yaoundé, mais surtout dans son village à Djebalé. Question qui c'est peut-être de recevoir la bénédiction ô combien importante des ancêtres. On reviendra également sur cette rencontre entre la CEAC, ses pays membres, autour d'une problématique d'actualité, la question du discours de la haine. D'autres sujets vont également faire partie de cette émission. Le temps pour moi d'abord de dire bonsoir à cette grande dame. Bonsoir Yolande. Bonsoir Monsieur Dipita. Devrais-je dire Sa Majesté? Ah voilà, je vous laisse. Voilà. Bonsoir Sa Majesté, merci de m'accueillir. Ben c'est évidemment un honneur pour nous. Hein. Question d'abord de reconnaître, d'apprécier et de dire combien nous avons aimé ce que vous avez présenté. Oh, merci au nom des équipes qui ont travaillé pour ça. Au public camerounais et africain, mais surtout de partager cette expérience. Essayer, je l'ai dit, de découvrir les coulisses. D'abord pour vous, est-ce que c'était un événement déterminant dans la marche de l'audiovisuel au Cameroun? Oui, je pense que quand on parle d'audiovisuel aujourd'hui au Cameroun, on se perd un petit peu parce que ça va dans tous les sens. Donc, en termes de description même de c'est quoi l'audiovisuel, et je pense que ce salon était important, était très important parce qu'on a pu mettre des mots à des types de métiers, je vais dire ça comme ça. Donc, vu les retours que nous avons, on peut se permettre de dire que c'était important et peut-être capital. Quand on observe votre marche, vous n'étiez pas forcément prédestiné pour la communication, même si vous avez un diplôme en marketing et communication, oui. Mais vous avez une orientation professionnelle autre. Oui. Et puis vous êtes revenu sur ce chemin. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes la fondatrice d'une maison de production, Marabout. Marabout, oui. Vous êtes également directrice, je dirais PDG des Sun TV. Oui. Une télévision sur le web. Mais davantage, vous êtes aussi animatrice. Ouais. Mais je veux dire, comment tout cela se fait dans la mise en œuvre? Alors, il faut dire que vous avez parlé tout à l'heure du métier d'hôtesse de l'air que j'ai exercé pendant 11 années. C'est ce que moi j'appelle toujours les métiers d'accident. Donc, je n'ai pas rêvé de devenir hôtesse de l'air. Il s'est juste trouvé qu'il y a eu un concours de circonstances avec le lancement du recrutement au moment où j'ai mon BTS en marketing et communication. Et je postule sous la pression de la famille. Je finis par passer à être retenue parmi les 40 sur 4500 candidats quand même sur le territoire national. Et tout ce que j'ai appris toute petite des parents, c'est que quoi que tu fasses, fais-le bien. Donc, du coup, j'arrive hôtesse de l'air et je m'attelle à faire bien mon métier. Et c'est vrai qu'au départ, je me demandais qu'est-ce que ça va avoir avec le marketing, qu'est-ce que ça va avoir avec la communication, au point où j'ai refusé au départ de me présenter. Mais j'ai compris en exerçant ce métier qu'en fait, ça avait tout à voir avec ce que j'avais appris à l'école, c'est-à-dire le marketing et la communication et les relations publiques. Une ouverture sur le monde. Une ouverture totale sur le monde, sur les cultures des autres, mais surtout qui vous donne une autre façon de voir la vie. Parce que dans l'avion, vous voyez des gens arriver vivants, vous voyez des gens repartir morts. Donc du coup, ça vous donne une autre façon de voir la vie qui vous permet de prendre certaines distances face à des situations qui peuvent être compliquées. Et ça a donc participé à vous ramener sur le chemin de la communication, finalement votre amour? Oui, disons que hôtesse de l'air, je me disais, je le fais pour un temps. Donc, c'était pas indéfini. 11 ans, c'est pas depuis 2 jours.
Alors, 11 ans, on peut dire que 10 à 11 ans, c'est ce qu'il faut pour une hôtesse de l'air. Ah, d'accord. Parce que jusqu'ici, on a des hôtesses de l'air qui ont fait 25 ans. Et je m'amusais à leur demander comment est-ce qu'elles avaient fait pour faire 25 ans dans l'avion. Moi, au bout de 8 ans, je commençais à m'ennuyer parce que je suis quelqu'un qui aime les challenges. Et j'ai commencé à trouver des superfuges pour ne plus aller en vol, par exemple. Donc, je venais d'avoir mon fils également et je perdais tout. Donc, ces moments où il marchait, ces moments où il parlait, je n'étais pas là. J'ai demandé un départ volontaire à un moment donné. On ne me l'a pas accordé, disant que je ne répondais pas aux critères. Et après, j'ai demandé une démission, pour déposer une démission. On m'a dit, on ne va pas me laisser partir. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, en cherchant l'astuce pour fuir, pour ne plus avoir à voler tout le temps, voler, je m'entends, j'ai lancé l'événement qui a eu lieu en 2006 et 2007, le Sky, le ciel se dévoile. Donc c'est moi qui lance cet événement, là où on voit les navigants sortir, aller vers les écoles et organiser cet événement qui permettait aussi de venir souvenir aux besoins de beaucoup d'associations et des orphelins un petit peu partout au Cameroun. C'était quoi le concept? Alors le concept était simple. Alors vous savez que quand on est navigant, c'est-à-dire pilote, hôtesse de l'air ou steward, on n'a pas souvent le temps de rester sur place. On est tout le temps parti. Alors le concept était simple, c'était que les navigants sortent de l'avion et vont chez les terriens, je vais appeler ça comme ça, dans les écoles pour parler de ces métiers-là. Okay. Moi, par exemple, je deviens hôtesse de l'air par hasard. Jamais je n'en avais entendu parler. Pour être sincère, je n'avais pas quelqu'un qui faisait ce métier. Et à partir du moment où on descendait des avions pour venir parler de ça au lycée, dans les écoles primaires et tout ça, suscitait beaucoup de vocations. Et je suis d'ailleurs contente parce qu'aujourd'hui, il y a quelques élèves à l'époque, en 2006, qui sont devenus des pilotes et d'autres des hôtesses de l'air après un autre passage. Donc voilà. Oui, c'était ça justement. Et on apportait également notre contribution aux écoles. On a restauré les toilettes, les latrines dans certaines écoles publiques. On a offert des dons dans des orphelinats. On a construit des toilettes. On a fait beaucoup de choses à ce moment-là. Ben, je rappelle en disant, en passant, c'est un secret de polichinelle que vous avez également fait partie de la commission communication dans le cadre des CHAN et CAN. Bon, nous avons travaillé dans le cadre... oui, dans le cadre du CHAN, j'étais à l'accueil et protocole. Exactement. Et vous étiez à la com. Et pendant la CAN, nous étions ensemble à la com. Voilà. Donc, façon également de mettre Alors, quand vous décidez donc de mettre un terme à votre carrière d'hôtesse de l'air, c'est tout naturellement que vous vous retrouvez dans la production audiovisuelle ou alors c'était déjà schématisé avant ou alors autre concours de circonstances? Non, disons que je me préparais déjà. C'est-à-dire que partir d'hôtesse de l'air, on commence à se préparer. Il faut dire que pendant que j'étais hôtesse de l'air, je me suis inscrite à l'ESSEC de Douala. Okay. Donc j'ai fait 3 années à l'ESSEC de Douala pendant que j'étais hôtesse de l'air. Et la communication audiovisuelle arrive simplement parce que je fais la rencontre du feu Jean-Luc Delarue à l'aéroport et je regardais ces programmes avec Réservoir Prod, que j'adorais parce que ces programmes en fait mettaient au centre de l'humain. Et moi, j'aimais bien ça, des gens qui venaient raconter leurs histoires et tout, pour aider les autres à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Donc, je tombe sur lui à Roissy-Charles de Gaulle par hasard, et je lui dis combien j'aime bien ce qu'il fait. Il me donne donc un numéro qui me permet désormais d'aller dans les coulisses de toutes les émissions du côté de la France. Et c'est comme ça que le virus m'a mordu. Et je me suis demandé pourquoi je ne ferais pas ce type de programme, des témoignages chez nous. Donc, voilà. Et vous créez votre première entreprise, la com? Oui, Option. L'Enfeu. Oui, Option, je crée Option qui produit Engrenage, qui était donc diffusé sur Canal 2 International, sur le programme moi-même j'étais chroniqueuse, et c'était porté par Jason Black. Et je ferme parce que j'étais en coproduction avec Canal 2 et c'était pas évident du tout. Donc je me suis dit... peut-être qu'il vaut mieux que je mette un stand-by dessus, surtout que Camerco faisait appel à moi. De l'autre côté, je me suis dit, OK, je ferme ça, le temps de trouver un espace, que j'ai mon matériel et tout, et je vais d'abord donner ce que j'ai à donner à Camerco. Et c'est comme ça que j'ai fermé, je suis allée chez Camerco. Et le retour sur Marabout? Oui, retour sur Marabout. Puisque je vous dis que j'avais mis dans mon esprit que le jour où j'aurai mes équipements et que je trouverai un espace pour exprimer ce que j'ai envie de faire, alors j'arrêterai. Et c'est arrivé, je suis arrivée chez Camerco en 2011 et en juillet 2012, je démissionnais parce que j'avais trouvé cet espace et que j'avais déjà le matériel. Et à ce jour, le projet Marabout, en 2 mots?
Marabout, c'est une agence audiovisuelle, c'est-à-dire que nous faisons de la communication audiovisuelle, du conseil, on accompagne tout ce qui est film, tout ce qui est spot, tout ce qui est reportage également. Et donc, on fait également les relations publiques, dont les événements. Donc, voilà. Toujours le même champ oui, lexical. On ne va pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Exact. Alors, je vous propose de prendre le premier reportage de ce soir, avant de revenir véritablement sur le SINAC, l'événement que vous avez organisé au cours du mois de juin. On va s'arrêter sur cette sortie de l'international français, Kylian Mbappé. J'ai hésité, vous avez vu, Camerounais d'origine. Mais cette fois, on va prendre plutôt l'étape de Yaoundé, où il a rencontré quelques autorités. Évidemment, il a reçu un accueil, on ne peut plus fou. Suivez plutôt ce reportage d'Olivier Bouzigueux. Plusieurs fans du joueur ont investi les services du Premier ministre ce matin pour rencontrer le Parisien. À l'intérieur, loin des caméras, Kylian Mbappé est reçu par le chef du gouvernement au cours d'une audience conviviale. Te voir, toute ma joie d'être ici et c'était réellement un plaisir de pouvoir échanger avec lui et avec toutes les personnes qui composent sa délégation. Les deux personnalités ont en outre échangé sur les ambitions de Kylian Mbappé et son équipe pour le football camerounais. On a pas mal de projets. J'ai déjà commencé avec certaines écoles, mais on a des projets encore plus importants, certains dont on ne peut pas dévoiler tout de suite parce qu'on attend que ça commence à voir le jour. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se préparent. On est en train de bosser dur pour qu'il y ait un avenir radieux au Cameroun. Parmi ces nombreux projets, l'on annonce la construction d'un stade de football dans le département de la Léquier, la création d'une académie de football, etc. Plusieurs stars mondiales, notamment Joachim Noah, Francis Ngannou, sont greffés à ces projets. En attendant leur réalisation, Kylian Mbappé compte profiter de son séjour sur la terre de ses ancêtres qu'il n'a pas revu depuis longtemps. Kylian est au Cameroun pour l'instant et c'est le plus important. J'ai envie de profiter de mon séjour et profiter de mes vacances vraiment un maximum. J'ai envie de profiter vraiment de tous les Camerounais et les Camerounaises. Et aujourd'hui, c'est ma seule préoccupation. Dans son agenda, la star se rendra par vol à Douala ce 8 juillet où est prévue une visite de l'île Djebalé, le village de son père. Le footballeur quittera le Cameroun en début de soirée à destination de la France. Kylian Mbappé est effectivement reparti, je l'ai dit, après un passage ici à Douala et notamment à l'île de Djebalé, dont il a ses origines véritables, où il a d'ailleurs été intronisé dans le Djibala, c'est la case sacrée évidemment, où il a très certainement retrouvé les esprits ancestraux. Peut-être un commentaire sur cette sortie Oui, mais c'est normal. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est sûr quand on ne sait pas d'où on vient, on va toujours se perdre. Moi, j'étais contente qu'il vienne au Cameroun. Et bien qu'il y ait des polémiques, il est français, il est franco-camerounais, ça reste qu'il y a une Nora est là. Il a beau être français, il est toujours au pays. On ne change pas son sang. Exactement. Alors, parlons du SINAC. D'abord, d'où vient l'idée d'un salon de l'audiovisuel? On a eu certaines rencontres, des symposiums, des séminaires. Il y avait eu l'UPF qui a fait l'un de ses congrès ici. Mais là, un salon, c'était pas encore arrivé. Ouais. Ah bon, ça veut dire que nous sommes des pionniers et c'est tant mieux. Non, disons que en tant que productrice, lorsque je me suis lancée dans ce domaine-là, j'ai choisi d'apprendre. Et apprendre t'oblige d'abord à faire des formations, mais surtout à aller là où ceux qui ont le savoir sont. Et j'ai fait le tour des salons à l'international pour voir comment ça se passe généralement et comment ça se passe dans le métier, dans le secteur. Alors j'avais un goût amer en me disant que partout où je partais, je me sentais pas concernée. C'était soit des programmes, soit des contenus qu'on vous propose qui viennent d'autres pays, du Brésil, de l'Angleterre, du Kenya, d'autres pays, mais on ne sentait pas l'Afrique francophone véritablement. Alors, et j'avais dit à Cyril Bojiko ce jour-là, parce qu'on s'était retrouvés au Discope, je lui ai dit, un salon comme ça, on va le faire, mais ce sera pour nous, pour les contenus africains, parce qu'on avait beaucoup de problèmes véritablement pour trouver des contenus. C'est pour ça qu'on est envahi la plupart du temps par des séries qui viennent d'ailleurs, et que quand on a une série qui est africaine, qui est camerounaise, tout le monde plonge dessus, alors qu'au Cameroun, on a du talent, alors qu'en Afrique, il y a du talent et qu'il y a à faire, surtout avec nos très belles histoires que nous vivons au quotidien. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, je le ferai un jour, et c'est 5 ans après que ça se tient, donc on a eu le temps de maturer véritablement le projet. Vous ouvrez une brèche, j'y rentre. Justement, cette question des contenus,
africain, mais singulièrement camerounais. Oui. C'est vrai que ces dernières années, on en trouve de plus en plus, ce qui est d'ailleurs agréable pour nos chaînes de télévision, mais la problématique reste en termes de qualité, qualité dans les scripts, les textes, dans la qualité de la production, dans le choix même des acteurs. Oui. Quelle est la problématique fondamentale? Simplement question de financement, question des formations des acteurs, question de c'est quoi le problème de fond? Alors, moi, je mettrais le financement en dernier. D'accord. Parce que quand vous avez un bon projet, vous trouvez les financements. Ça, c'est sûr. Quand nous avons pensé le salon, c'est à partir de la conception que nous avons faite du salon que nous avons trouvé le financement. Alors, je pense que le problème au niveau nous avons été, comment je vais dire, englués, ou pour cette génération, nous avons été pris dans un système qui ne voyait que l'extérieur. Donc, on nous a fait oublier que nous avons de très belles histoires. Ça fait qu'on a oublié également qu'il y avait la formation à côté. Il faut savoir que dans l'audiovisuel au Cameroun, 70 à 80% y arrivent par hasard. Et il y a la formation dans le tas. Ce qui fait qu'on n'était pas forcément prêt avec l'arrivée du digital. Donc, c'est à partir de l'arrivée du digital qu'on se rend compte que nous avons énormément de limites. On a énormément de limites et qu'on a du potentiel, mais il n'y a pas de formation. Mais Dieu seul sait qu'on a quand même vu des séries à l'époque ou des films sur la CRTV qui étaient très bien faits. Et ces anciens-là allaient se former parce qu'ils bénéficiaient de formations de l'extérieur, de la coopération, et ce qui n'existe plus forcément. Et chacun se débrouille un peu et tout le monde veut devenir acteur, tout le monde veut devenir réalisateur, tout le monde veut faire sa propre série, alors qu'il s'agit de mettre ensemble des synergies. C'est un secteur qui coûte très cher, le matériel coûte extrêmement cher, et pour trouver les bons, les meilleurs, il faut payer cher. Et ça pose dans le problème de financement maintenant. Mais je dis encore que le problème fondamental pour moi, c'est la formation. La formation et surtout la prise de conscience de ce que tout seul, ce n'est pas possible. Si j'ai une idée, il faut que je trouve un scénariste, il faut que je trouve un bon réalisateur, et on a grandi à ne pas savoir partager, à ne pas savoir mettre ensemble chacun dans son secteur. On veut tout faire tout seul et c'est pour ça qu'on se retrouve la plupart du temps à plonger, alors qu'en réalité, le fond est là. D'accord. Et dans la préparation, comment est-ce que cette problématique a été abordée? Je veux dire, on a pu observer, on va parler de la mise en œuvre tout à l'heure, on a pu observer effectivement dans la mise en œuvre qu'à travers le choix des exposants, chacun dans une thématique singulière, particulière, venait apporter du sien. Mais avant cela, comment ça a été abordé dans la préparation de l'événement? Comment vous avez choisi, qui c'est peut-être les acteurs, les thèmes, pour venir en parler et surtout poser le doigt, comme vous venez de le faire, là où il y a... Là où ça fait mal. J'allais dire un déficit. Là où ça fait mal. Quand on a pensé le projet, la première chose qu'on a faite, c'est qu'il fallait s'assurer qu'il était vendable. Vendable à qui? Vendable à nos autorités, parce qu'elles sont concernées, nos autorités au premier chef. Vendable à qui? Vendable aux acteurs de l'audiovisuel. Vendable à qui? Vendable également aux entreprises qui sont les acteurs, les actrices de l'audiovisuel également. Alors, nous avons conçu la première partie. Et quand on a fait la première partie, nous avons associé un certain nombre de professionnels d'ailleurs, ceux que j'ai souvent rencontrés ailleurs. On a Anne Macon, par exemple, qui est scénariste et qui est du côté de la France, qui est une Camerounaise. Il y a Yves Dembella qui est là. Il y a plein de personnes qui sont dans le secteur que nous avons contactées pour proposer qu'est-ce que vous pensez de ce projet. Et chacun y a apporté son input. Et une fois qu'on a eu l'ossature, même, nous nous sommes rapprochés de l'autorité, notamment le ministère de la Communication, où je me suis rendue et j'ai rencontré monsieur le ministre pour lui présenter ce projet. Et il a mis en place également une sorte de comité avec ses collaborateurs. Nous avons travaillé ensemble pour nous assurer que les thématiques qui sont arrêtées posaient véritablement les problèmes. Et à partir du moment où on a eu les problématiques, il fallait trouver les profils qu'il faut pour ces problématiques-là. C'est vraiment comme ça que nous avons travaillé et on a utilisé le carnet d'adresse pour dire si quelqu'un connaît quelqu'un. Et j'ai envie de dire merci à tous ces professionnels de l'audiovisuel qui ont mis la main à la pâte pour qu'on réussisse à décrocher tel profil. Et on a eu également des professionnels spontanés, c'est-à-dire qui de manière spontanée on dit écoute, moi je peux apporter du mien. C'est vraiment un projet que j'ai envie d'appeler une belle solidarité qui s'est faite avec le SINAC, rien d'autre en réalité. Et puis il y a eu cet accord de marrainage de Denise Eporté. Oui.
Denise Epoté, qu'on ne présente plus, qui est un modèle, un exemple, et qui, j'ai simplement eu aussi son contact, parce que j'avais demandé à quelqu'un que je connaissais aussi, qui m'a donné son contact, et je lui ai fait un message WhatsApp. Pour lui dire, voilà, nous comptons organiser tel événement, comme ça, et on souhaiterait que vous soyez la marraine, vu. Et tout de suite, elle a dit OK. Je ne peux pas vous dire pourquoi elle a dit OK. On ne s'était jamais parlé. Elle a dit OK. Est-ce qu'elle a cru au projet? Est-ce qu'elle a vu la personne derrière? Je ne sais pas. Mais elle a dit oui. Et elle a été pour beaucoup également. Malheureusement, à la dernière seconde, elle n'a pas pu être là du fait des engagements professionnels. Mais elle a été également une bonne partie prenante pour cet événement. Et qu'est-ce qui a guidé le choix spécifique des thématiques? Alors, ce sont les problématiques qui se posent au quotidien. C'est-à-dire que quand on est dans l'audiovisuel, on sait très bien qu'il y a le problème de la formation, il y a le problème et même j'ai envie de dire, de financement. Il y a tous ces problèmes-là, des techniciens, de l'éclairage, du script, et on parlait tout à l'heure du jeu d'acteurs et tout ça quand il s'agit des séries ou des films. Mais au niveau de la télévision, quand on parle des émissions, il y a un problème véritable dans la présentation même, et tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui a guidé nos choix des thématiques, et il n'y a pas autre chose que ça. C'est pour ça qu'on voulait toucher du doigt les vrais problèmes qui se posent à nous au Cameroun, mais également à d'autres pays qu'on a invités qui sont retrouvés avec les mêmes problèmes, mais qui, par rapport au Cameroun quand même, sont un peu plus en avance. Donc, c'est la raison pour laquelle ils étaient invités à cet événement. On a effectivement vu la Côte d'Ivoire et le Gabon. Exactement. La Côte d'Ivoire, on ne va pas se le cacher, les Camerounais sont tournés vers la Côte d'Ivoire. Parce que et quand vous allez regarder, il y a toujours des comparaisons entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal, parce que la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire que la Côte d'Ivoire, le public de la Côte d'Ivoire a la culture de la télévision. Ce qu'on n'a pas forcément au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vient de découvrir la télévision. Peut-être parce que pendant très longtemps, il y a eu un seul média. On a absorbé cela. Et quand la concurrence est arrivée, je dis concurrence entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de concurrence. Quand les médias privés sont arrivés, on a commencé à adopter les médias privés parce qu'on présentait autre chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a des bouquets où les Camerounais regardent tout. Donc aujourd'hui, ils ont le choix et ils savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux. Et c'était également une alerte pour dire qu'il faut qu'on se réveille au Cameroun. N'ayons pas peur de tricher ce que fait la Côte d'Ivoire. N'ayons pas peur de tricher ce que fait le Gabon, parce que le Gabon, bien qu'il soit petit, au niveau des mécanismes de l'administration, des lois et tout ça, a un système qui favorise en réalité la production audiovisuelle. Et comme je le disais tout à l'heure, la production coûte extrêmement cher. S'il n'y a pas d'accompagnement, par exemple, de l'État, c'est très compliqué. Après, même s'il y a l'accompagnement, il faut savoir maintenant à qui donner cet accompagnement. Et c'est ça qui est le véritable problème. En Côte d'Ivoire, ça se passe comment, cet accompagnement-là? Alors, l'État a mis des structures en place, telles que si vous avez un projet, il y a des critères bien déterminés que vous devez remplir pour bénéficier de cet accompagnement-là. Vous allez voir qu'il y a plein de chaînes de télé qui arrivent et qui sont directement, qui arrivent avec une qualité, mais alors extraordinaire, on dirait extraordinaire. C'est juste que le gouvernement a mis en place un système qui accompagne chacun. Et tous, quand ils partent d'un point A, ils vont plus loin, parce qu'il s'agit de faire rayonner le pays. Exact. C'est de ça dont il s'agit. Et chez nous, on reste encore en attente et on se retrouve donc avec des productions qui sont plus ou moins, j'ai envie de dire, pas au top, pas à même de faire concurrence avec ces productions qui viennent de l'extérieur. Prenons le deuxième reportage de ce dimanche. On va aller du côté du ministère des Relations extérieures, où là-bas, les responsables de la CEAC ont tenu une forme de rencontre. Donc la problématique tourne, ou du moins a tourné, c'était cette semaine, autour du discours de haine. Reportage. Sensibiliser les États de la CEAC sur le contenu du projet de stratégie régionale et de plan d'action pour la prévention et la lutte contre les discours de haine. Tel est l'objectif visé par le Forum pour l'endossement politique du projet de stratégie régionale de lutte contre les discours de haine ouvert ce 5 juillet 2023 à Yaoundé par le secrétaire général du ministère camerounais des Relations extérieures. Cette phase ici à Yaoundé aujourd'hui est une étape très capitale parce que à la sortie de ce forum, la CEAC va devoir s'approprier le projet de stratégie régionale
pour le faire circuler dans pratiquement l'ensemble des États en vue d'une adoption régionale pour devenir un instrument régional de lutte contre le discours de haine. Le Forum de Yaoundé est l'aboutissement d'un processus marqué par une série de rencontres régionales de sensibilisation, de partage d'expériences et de renforcement des capacités sur la question en faveur des responsables des médias classiques, des représentants des médias numériques et des régulateurs. Il mobilise 33 experts des administrations des affaires étrangères et des communications et télécommunications des 11 États membres du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Et nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence entre la parole et les gestes en matière de haine et qu'il faut non seulement voir que des situations créent les discours de haine, mais que les discours de haine créent les situations de violence. C'est pour cela que cette stratégie est aujourd'hui aussi importante. Le Forum de Yaoundé prépare également la réunion des ministres de la communication et de l'information des pays de l'Afrique centrale, réunion au cours de laquelle le sujet sera sur la table des échanges. Une problématique qui concerne l'audiovisuel, le discours de haine. Directement, l'audiovisuel et les médias, et évidemment, oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué avec l'avènement d'Internet. Les réseaux sociaux n'aident pas beaucoup, mais bon, si on commence à prendre conscience, on attend simplement que ce soit appliqué également tout en bas. Parce que tout commence, on dit souvent, par l'éducation. Les générations qui vont arriver ont besoin que dès le bas âge, dès l'école primaire, la maternelle, on commence à les prendre en main. Parce que là, sinon, si on commence, on les ignore, on va rester dans des pansements. Mais le fond sera pourri, quoi. Revenons au SINAC et parlons donc de cette semaine Oui. en elle-même. Quels sont je veux dire, après coup, vous, quel est le regard que vous y jetez? Vous dites réussite, mais peut faire mieux. Vous dites plus de choses à corriger on se comprend. Vous vous dites pied d'ancrage déterminant pour la suite. Alors, je serais davantage sur l'ancrage. Parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Vraiment, par rapport à ce que nous avions pensé, on n'a même pas fait le tiers de ce qu'on avait pensé. Ah non. Ouais, ah non. Ah non. Ah oui, on n'a même pas fait le tiers. Et pourtant, vous jetez des fleurs. Oui. C'est ce que nous, on a pu regarder, ce qu'on a pu voir. Peut-être qu'on jette les fleurs parce que c'était la première fois qu'on vivait un salon de l'audiovisuel, un salon international de l'audiovisuel. Mais pour nous qui avons préparé cet événement, il y a eu des manquements que nous reconnaissons, peut-être qui n'étaient pas visibles pour ceux qui arrivaient et que nous allons corriger. Donc c'est vraiment la graine que nous avons semée et que nous allons maintenant, arroser et voir germer véritablement avec tous les résultats qu'on attend. Donc, ce n'est qu'un point d'ancrage. Comme disent les artistes, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. L'enfant vient de naître, il apprendra à marcher. Exactement, il vient de naître. Alors, dans ce contenu-là, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement sur cette semaine de l'audiovisuel? Comment ça s'est schématisé? Comment ça a été implémenté au quotidien? Le passage des acteurs, les thématiques pour chacun, et puis certainement l'écoute de ceux qui sont venus, qui ont pris du temps pour faire un tour. Je rappelle qu'il y avait des médias qui ont pris des stands et qui ont présenté à l'opinion publique ce qu'ils savent faire. Oui. Alors, je vais dire que quand nous avons lancé le projet, nous avons mis en place des commissions. Des commissions, et je salue ici les équipes parce que c'était une équipe très jeune qui n'avait même pas d'expérience dans les salons. Et cette équipe-là a appris à prendre sur elle le projet. C'est-à-dire que cette équipe s'est appropriée le projet. Alors, le message principal que nous avions pour cette édition, c'était de dire que nous ne sommes pas des concurrents. Nous qui sommes dans l'audiovisuel, tout au moins pour ce qui concerne le Cameroun, nous ne sommes pas des concurrents. Nous sommes des partenaires. Parce que la concurrence vient de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous bouffés. Parce que l'extérieur nous bouffe. Et nous sommes tous dans le même ballot. Okay? Ces financements qu'on attend, nous sommes tous dans le même ballot. Nous avons tous les mêmes problèmes. Donc, comment allons-nous nous regarder en chien de faïence? Ce n'est pas possible. Nous avons tout intérêt
à nous mettre ensemble, à créer des synergies, à faire bloc pour porter justement notre message vers les autorités. Il faut savoir que l'État ne gère pas les individus. Bien sûr. L'État gère des communautés, des groupes, et s'assure que ce sont les communautés qui bénéficient de l'action qui peut être menée par l'État. Et c'était ça notre véritable message, c'était de mettre tout le monde et se dire que, attention, on a intérêt à se mettre ensemble dès aujourd'hui si on veut que les choses changent. Et de ce point de vue, je pourrais dire que oui, nous avons réussi à faire passer ce message-là, parce qu'au fil des jours, la salle de conférence se remplissait. Il y avait des gens qui étaient de plus en plus intéressés parce qu'ils se disaient et tout. Et je suis contente qu'il y ait eu ces retours positifs, surtout dans le cadre de vraiment, il est temps qu'on se mette véritablement ensemble. D'où cette diversité des acteurs. Exactement, qui viennent de partout et qui se retrouvent. La Côte d'Ivoire, si on a Yves Dembélé, on a Cheikh Ivan qui est arrivé, on a le Gabon qui est arrivé. Et par exemple, Mireille Direct, qui est la directrice générale adjointe de Gabon Télévision, qui est venu s'asseoir avec son stylo et qui disait tous les jours, je prends des notes, j'apprends. Pourtant, Dieu seul sait qu'elle pourrait se dire, oh, voilà. Mais voilà, et on a vu également beaucoup d'acteurs de l'audiovisuel au Cameroun qui venaient tous les jours pour apprendre. C'était vraiment un échange qui permettait de se mettre en esprit que désormais, c'est ensemble qu'on doit faire les choses. Un exemple de thématique abordée? Oui. Alors, on a parlé de la thématique du financement, évidemment, où on a fait venir une banque qui a dit ce qu'elle avait. Elle a offert au niveau de l'audiovisuel, mais également le ministère de la Culture qui est venu, qui était représenté et qui a parlé de ces financements-là. On a parlé de la thématique de la formation, justement, dans l'audiovisuel. On a parlé du cinéma, on a parlé du branding, le personal branding pour ce qui concerne la présentation télé et tout ça. Donc, les thématiques étaient variées, en plus des masterclass qui étaient données et les talk class également qui étaient faites. Donc, vraiment, moi-même, j'en suis sortie enrichie parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en travaillant sur les thématiques, en discutant avec tous ces professionnels qui ont choisi d'être des panélistes et tout ça, j'ai énormément appris. Mais vraiment, on a parlé également de la loi, de la réglementation avec le ministère de la Communication. Donc, vraiment, c'était tellement varié et enrichissant que j'espère que les uns et les autres ont compris. Mais surtout inverser les tendances, dans ce sens qu'on consomme davantage en termes d'audiovisuel, tout au moins dans le cas des séries et autres mini-vidéos qui nous arrivent. Oui. Ce qui vient de l'extérieur. De l'extérieur. Il est temps, je pense qu'il est temps qu'on ait des contenus africains pour les Africains, parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même histoire. On se plaint aujourd'hui qu'on reçoive, par exemple, des contenus ici, même dans les dessins animés. Télénovelas, je suis pas. Oui, télénovelas, des dessins animés même, où aujourd'hui on va vous dire qu'il y a des histoires qui au Cameroun ou en Afrique ne sont pas acceptées et tout ça. Donc si on veut que les choses changent, si on veut que nos enfants, à partir de nos belles histoires camerounaises et africaines, qu'on puisse marquer l'histoire, permettez la tautologie, l'histoire, il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas avec ce que l'autre fait que nous, on va s'imposer, c'est avec ce que nous avons, parce que nous avons cette richesse culturelle, culinaire, touristique, qu'on nous envie. Pourquoi ne pas utiliser cela pour que l'audiovisuel aujourd'hui, en s'appuyant dessus, montre qu'on a véritablement à faire et à montrer au monde? Et là, les acteurs, donc, notamment de ces séries, comment ils réagissent, ceux qui sont venus? Je veux dire, ils se disent, nous avons notre part de responsabilité. Était-ce aussi pour, pas que seulement, mais les autres, une façon de se remettre en cause et surtout de prendre les résolutions qui s'imposent? Oui, c'était ça. Il faut qu'on s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise les vérités. Nous n'y sommes pas. Ouais. Vraiment, nous n'y sommes pas. On ne va pas faire du chauvinisme, dire que le Cameroun, mais en audiovisuel, nous n'y sommes pas. Et il va falloir qu'on fasse les choses différemment. Et faire les choses différemment, ça signifie qu'il faut prendre conscience de ce qu'on doit se former. Et que ceux qui travaillent dans l'audiovisuel doivent accepter de se former. Et qu'on ait un minimum d'humilité. Qu'on apprenne de ceux qui ont de l'avance sur nous. C'était véritablement ça la problématique. Et les uns et les autres ont compris des retours que nous avons tout au moins que oui, même si on a quelques talents, ces talents-là, nous devons d'abord les porter nous-mêmes et c'est nous qui devons les valoriser et derrière donc se mettre à l'école de ceux-là qui ont le savoir-faire plutôt que de se faire des guéguerres inutiles, quoi. Et le chemin à parcourir, c'est quoi? Je veux dire, au sorti de là, qu'est-ce qu'on se dit?
on prend contact, on reste ensemble. Mais il y a également cette histoire de propriété intellectuelle. Je veux dire. Oui, on en a parlé d'ailleurs, la question des droits. Non, il faut se dire qu'un salon comme celui-là, c'est chacun qui sait ce qu'il vient rechercher. Donc, on vient pour se faire des contacts, du B2B. En échange, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont échangés les contacts et tout ça, c'est pour après. Par exemple, si je prends le cas de Anna Macon, qui est scénariste, elle a reçu plein de messages des scénaristes camerounais, des scripts et tout ça. C'est ça le salon en réalité. On vient capitaliser, chacun sait pourquoi il est là. Alors il prend les contacts de ceux qui le concernent et puis après, derrière, ça continue. Donc ça ne s'arrête pas qu'au salon et ça doit continuer après le salon et après peut-être les prochaines éditions, on verra donc les résultats de ce que ça a produit. On ne peut pas venir dans un événement comme celui-là, venir juste s'asseoir et écouter. On vient, parce que quand on écoute quelqu'un et on sent que la personne a de la matière, on se rapproche de cette personne-là. Et toutes ces personnes qui étaient des panélistes, justement, étaient ouvertes. Ces personnes étaient ouvertes à donner leurs contacts et tout ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous parliez tout à l'heure de votre parfaite connaissance de notre environnement. On va se regarder dans les yeux pour se le dire réellement. Justement, au regard de, j'ai failli dire, cet individualisme qui caractérise certains d'entre nous. Est-ce qu'on peut vraiment faire le chemin? Si nous, on a réussi à faire le SINAC. D'accord. Si on a réussi à faire le SINAC et qu'on a eu SCV qui a couvert et qu'on a eu Balafon qui était là, on a eu l'ORADEF qui était là, on a eu la CRTV qui était là, c'est pour dire en réalité qu'il n'y a pas de problème. Et que certainement, chacun attendait peut-être que ça arrive pour sauter dessus. Donc pour moi, je le dis toujours, pour faire changer les choses, on n'a pas besoin du nombre. On a besoin de la qualité. Ça veut dire que si nous sommes deux et que nous sommes de qualité, des personnes de qualité, des médias de qualité, on est capable de faire changer les autres. Il faut bien qu'il y ait une locomotive. Exact. Et après, les wagons vont venir. Il y a des gens qui sont plutôt attentifs, qui attendent de voir d'abord, c'est de leur droit. Et une fois que ça a pris, ils viennent donc. Donc, les choses se font toujours de manière progressive. On ne change pas le monde en un jour. Donc, on espère justement qu'on a semé cette graine-là et qu'elle va commencer à germer sur certains. Mais je suis contente parce qu'on a des retours, mais alors des retours énormes, quoi. Des retours tellement positifs. Il y a des gens qui prennent conscience de ce que, vraiment, je croyais que, mais j'ai compris en réalité que c'est en allant vers les autres, c'est en prenant un peu des autres que on grandit ensemble. Si vous prenez un peu de l'autre, vous ne lui arrachez rien en réalité. Si vous partagez votre expérience, vous ne perdez pas ce que vous avez. Au contraire, vous semez une graine chez l'autre et qui va faire en sorte que ça se multiplie et on arrive à relever ce challenge ensemble. Vous connaissez parfaitement l'environnement audiovisuel. Pour vous, quel est le chemin qui reste à parcourir? Si je dois le dire, moi je me dis la prise de conscience a été faite. D'accord? Maintenant, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on aille voir les autorités pour dire, voilà, écoutez, désormais, nous sommes ensemble, nous avons les mêmes problèmes. On vient vous voir parce que voici des propositions de solutions. Parce qu'il faut être une force de proposition. On ne va pas pleurnicher devant le gouvernement pour dire que vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Non, nous venons avec des propositions de solutions et nous avons peut-être essayons ceci, ça pourrait peut-être marcher. Donc c'est vraiment l'étape qui reste à faire. C'est véritablement de se mettre ensemble là, puisqu'on a eu des rapports de l'événement. Maintenant, c'est de constituer un groupe de professionnels qui acceptent de se mettre donc ensemble et d'aller rencontrer donc le gouvernement pour dire voilà ce que nous proposons et nous sommes prêts à accompagner également le gouvernement pour la mise en place de ce projet-là qui va être bénéfique pour tout le secteur audiovisuel. D'accord. On prend le troisième reportage de ce dimanche. On va aller du côté, évidemment, ce sont les vacances de la prévention routière et voir exactement ce que la gendarmerie nationale fait sur le terrain pour sensibiliser les uns et les autres, notamment sur ces tronçons accidentogènes, les routes camerounaises qui n'en finissent plus évidemment de vivre ou alors de montrer des accidents à circulation. Cette fois, nos équipes de Yaoundé se sont rendues sur le trajet Yaoundé-Malmayo. Vacances sans accident, la gendarmerie veille au grain. Sur l'axe Yaoundé-Malmayo, les Pandores ont redoublé la vigilance. Mes 3 passagers de derrière n'avaient pas de ceinture de sécurité, raison pour laquelle je suis là. Bon, ça peut arriver d'oublier de dire aux passagers de mettre.
surtout quand la tête est surchargée. J'ai été interpellé pour excès de vitesse. Il y avait un véhicule devant moi qui lambinait tellement. Je suis donc passé et c'est là où j'ai été flashé. Tolérance zéro, l'indiscipline est sanctionnée. La sanction, c'est 25 000 pour excès de vitesse. J'étais obligé de payer la somme de 10 800 pour les 3 ceintures de sécurité. Au-delà du fait que moi j'ai été pris pour excès de vitesse, il y a d'autres qui sont un peu fous de la route. Et il faut des gendarmes pour les ramener un peu sur le droit chemin, surtout que c'est la période des vacances. On a assez de voir des hécatombes sur la route. La gendarmerie ne badine pas. Aucune goutte de sang ne devra être versée durant ces vacances. Même les adeptes du trafic d'influence sur cet axe du chef de l'État sont impuissants. Trafic d'influence dont nul n'est au-dessus de la loi. On les ramène à la raison. Il y a parfois ceux-là se reconnaissent dans leurs erreurs et ils se répandent. Contrôle, surveillance, répression, la 436e phase de la prévention routière met en exécution les instructions du haut commandement. Notre présence ici n'est pas pour vous faire des dommages, mais c'est pour conscientiser les usagers de la route. Vivement la prise de conscience des uns et des autres, parmi les usagers évidemment, pour qu'on ne vive plus ces moments tristes sur nos routes. Cela dit, le rideau est tombé. Oui. Aujourd'hui, vous faites une forme de récap, un retour en arrière pour qu'il sait peut-être évaluer ce qui n'a pas marché. En un mot, vous direz peut-être ce qui n'a pas marché, mais on va davantage regarder ce qui a été positif, ce qu'on doit garder, et qui sait peut-être pour la deuxième édition, voir ce qu'on peut améliorer et mettre en place. Ouais. Alors, à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans les rapports, on va dire ça comme ça, et les rapports des différentes commissions, en réalité, où chacun dit comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on mettra donc ça ensemble pour voir qu'est-ce qu'il y a véritablement à corriger. On n'a pas la prétention de dire qu'on a fait un événement parfait, c'est pas possible, ça n'a pas été parfait, mais nous sommes conscients des erreurs qui ont été commises et que nous allons donc corriger pour les prochaines éditions. Le rideau est tombé, oui, il y a un goût de... Il y en a dans le comité qui disaient ah, ça s'arrête maintenant le matin, quand je vais me lever, je vais aller où? Donc, il y en avait qui disaient... C'est trop vite terminé. Il y en a qui sont carrément venus nous dire non, ça devrait faire 2 semaines au moins. Non, c'est trop long à ce moment-là. Donc, on a beaucoup d'avis qu'on a pris comme ça et on continue à les prendre d'ailleurs parce que nous pensons que tous les avis comptent et sont importants pour améliorer les prochaines éditions. Donc, voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant. Sur le plan purement professionnel, des résolutions, des... Alors, disons qu'on n'a pas encore terminé. Je vais dire ça comme ça. On n'a pas encore terminé les différents rapports. Nous sommes en train d'y travailler pour les amener maintenant au niveau du ministère de la Communication qui patronnait dans l'événement, à qui nous rendons compte de tout cela. Et les résolutions qui ont été prises, vous avez suivi le rapport que nous a présenté Clarence de Griotte, les résolutions qui ont été proposées, on va les proposer également au gouvernement et le ministère de la Communication nous dira qu'est-ce qui peut être retenu tout de suite, qu'est-ce qui peut être fait dans 6 mois, dans 1 an ou bien en plus. J'avoue que je pensais avoir quelques exclus, primeurs sur certaines résolutions. Non, si je peux dire un mot, vous savez très bien que le paysage audiovisuel au Cameroun aujourd'hui, tout le monde fait dans l'audiovisuel. Et il y en avait qui ne savaient même pas qu'il fallait une autorisation du ministère. Par exemple, pour créer une entreprise audiovisuelle. Une fois qu'ils avaient créé l'entreprise, ils pensaient qu'il fallait juste le faire. Non. Une fois que l'entreprise est créée, il faut monter son dossier et le déposer au ministère de la Communication pour obtenir son autorisation en fonction qu'on veut être une entreprise de production audiovisuelle, une entreprise de diffusion ou une entreprise qui fait dans le câble, qui devient câble opérateur. Donc, ça dépend de ce que vous choisissez, vous devez avoir. Et là, au moins, on a quelques jeunes qui sont venus vers nous et qu'on a accompagnés dans la constitution du dossier. C'est déjà bien qu'ils se mettent qu'ils deviennent du côté du formel.
plutôt que de rester dans l'informel. Après, maintenant, les autres résolutions, on verra bien, pour ce qui concerne, on sait que le chef de l'État a mis en place un fonds spécial pour accompagner l'audiovisuel. Où est-ce que ça en est? C'est la question qui a été posée d'ailleurs pendant les conférences. Et ce fonds a été géré par le ministère de la Culture. Et M. Faye, qui est du ministère de la Culture, a répondu en disant que pour l'instant, c'était gelé parce qu'il fallait y voir clair. Donc, pourquoi ne pas proposer également au gouvernement... de dépoussiérer ce dossier. Ah oui, il faut dépoussiérer, mais surtout, il faut que les critères soient objectifs. Parce que plutôt que de prendre de l'argent et donner à 10 000 projets qui n'ont pas forcément d'impact, autant donner à un bon projet financé véritablement pour faire rayonner l'audiovisuel camerounais. Donc, ce sont autant de choses qu'on va proposer. Dans tous les cas, on va évidemment suivre et regarder tout cela. Et évidemment, l'enjeu, c'est une meilleure offre de contenu. Oui. Mais il y a également cet autre aspect qui est d'ailleurs de plus en plus parlant. Il y a ces TV web qui surgissent, apparaissent comme des concurrents. De ce point de vue-là, comment est-ce que vous abordez cet axe? Les producteurs, par exemple, se disent, bon, l'audiovisuel, c'est bien, mais chacun s'avance à créer maintenant sa petite télé web qui propose ses contenus. Bon, je ne parle pas le Sun TV. Hein, mais bon. Non, nous sommes également sur les satellites. Mais je veux dire que il faut applaudir. On doit applaudir. On est à l'ère du numérique et la thématique, justement, c'était ça. L'audiovisuel en Afrique, entre enjeux et jeu des acteurs, quelle stratégie et synergie pour une Afrique audiovisuelle compétitive à l'ère du digital? C'est que on a été surpris en réalité par le digital, par Internet. Voilà, ça fait que si aujourd'hui... Il n'y a pas eu un temps d'adaptation. Il vient, voilà, exactement. On n'a pas été préparé. Ou alors on l'a vu venir, mais on ne s'est pas préparé. On s'est dit, oh, c'est juste comme ça, là, et tout. On est donc aujourd'hui englué dans le système numérique et Internet. On est obligé aujourd'hui de réfléchir à s'adapter. Sinon, on meurt. Alors aujourd'hui, la naissance de la pléthore de médias Internet, les web TV, les web radios et tout cela, pour moi, je pense que c'est bénéfique. Mais le seul problème, c'est que ce n'est pas encadré pour l'instant. Il faut encadrer tout ça. Et l'État, même ayant été surpris, c'est peut-être maintenant que l'État réfléchit à comment encadrer tout cela, ce qui va nous permettre d'aboutir à éviter... On parle des discours de haine tout à l'heure, parce qu'il y a une déontologie qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on peut sanctionner un journaliste qui passe sur une chaîne conventionnelle, mais sur le digital, on ne le fera pas. Pourtant, c'est pire sur le digital. Donc, il faut encadrer tout cela. Donc, c'est pour ça que ce salon a eu lieu également, où nous allons proposer un encadrement légal pour les médias qui sont sur le web, mais également pour tous les autres médias. Pour moi, qui a une pléthore de télé, il y a suffisamment de public pour chaque, étant donné que personne ne regarde la télé 24 heures sur 24. Hein. Chacun prend rendez-vous avec son programme. Exact. Donc, s'il y en a davantage et que ça peut permettre, d'employer des jeunes, mais surtout de permettre à des jeunes de penser à l'auto-emploi, pour moi, c'est tout bénef. Il y a également cet accent sur la jeunesse, la formation de nos jeunes, l'éducation, à travers l'audiovisuel. Une problématique d'actualité, d'autant plus qu'on l'a dit pour le discours de haine, mais il n'y a pas que cela. Il y a cet encadrement, il y a ce laisser-aller qu'on observe sur le plan public. C'est un civisme qui s'installe. Quel peut être le rôle, la part de l'audiovisuel dans la problématique? Alors, l'audiovisuel a une mission qui est reconnue par tous. On est obligé de le dire, de le rappeler d'ailleurs. C'est que les gens nous reçoivent dans chaque ménage, même sur leur téléphone, et écoutent ce qui se dit, copient ce qui se fait. En réalité. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut pas qu'on se mente. C'est pour ça que je parle du fonds qui aide à l'audiovisuel. Pour produire un programme, par exemple, de sensibilisation, ça coûte cher. Quand vous vous levez chez SCV pour aller faire un reportage, ça coûte cher. Une caméra, ça coûte extrêmement cher. Si l'État veut lutter justement contre j'ai envie de dire, cette gangrène qui mine véritablement la jeunesse, les discours de haine et tout ce qui va avec, et les mauvais comportements, les virages des jeunes, il faut que l'État prenne conscience de ce que tous les médias qui sont dans l'audiovisuel, tout comme la presse écrite et tout ça, doit être soutenu. Sinon, moi, je crée mon média privé
je me bats tout seul à trouver les financements, vous allez venir m'imposer de... Exact. Ça va être compliqué. Ça coûte cher. L'État doit accompagner également, mais également pour ceux qui rentrent dans l'audiovisuel, il faut se dire qu'on ne vient pas dans l'audiovisuel non plus pour nuire. On ne vient pas pour nuire, on vient pour construire. Et le spectacle que nous vivons actuellement dans l'audiovisuel est juste déplorable. Et on va me dire qu'on copie ce qui se passe ailleurs, mais quand on copie, il faut prendre en copie ce qui est positif et pas ce qui est négatif. Si moi je m'engage aujourd'hui dans l'audiovisuel, ce ne sera pas parce que je viens détruire quelqu'un, ce n'est pas parce que je viens nuire à des gens, je viens parce que je viens construire, j'apporte ma modeste contribution. Peut-être que nous avons de magnifiques mets au Cameroun qu'on ne présente pas souvent, alors je choisis de faire des programmes culinaires pour montrer la richesse culturelle camerounaise, je choisis ci, je choisis ça, mais pas pour venir dire que telle tribu est mieux que l'autre et tout ça, parce qu'on se vaut tous, on est tous pareils, on vit tous le même marasme. Donc aujourd'hui, l'audiovisuel a un rôle à jouer, a une mission qui est très importante, et ceux qui s'engagent véritablement et dont on est sûr des valeurs, il faut les accompagner. D'accord. Retour à la régie pour un autre reportage. Cette fois, on parle en santé du lancement de la campagne de lutte contre la rougeole et la rubéole. L'événement s'est déroulé cette semaine ici à Douala, la salle des fêtes d'Aqua. Évidemment, c'est une maladie qui de plus en plus trace son sillon au détriment de la santé des plus jeunes. Suivez plutôt. Des pleurs d'un bébé, mais l'assurance d'une maman et d'une communauté que cet enfant ne souffrira pas de rougeole ou de rubéole dans les jours ou les années à venir. Le geste posé ce 5 juillet 2023 à la salle des fêtes d'Aqua marque le lancement dans la région du littoral de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Le district de santé de Deido, qui abrite la dite cérémonie, fait partie des 16 dans la région du littoral en situation d'épidémie de rougeole. Depuis le début de l'année 2023, notre district de santé a déjà pu enregistrer 159 cas de rougeole et malheureusement, on a enregistré 3 décès. Nous sortons d'une campagne sanitaire du 18 au 20 juin 2023. Le suivi des cas contacts pour pouvoir évaluer l'étendue de l'épidémie, le renforcement de la sensibilité à la surveillance épidémiologique, les campagnes de riposte vaccinale locale autour des districts de santé, et lorsque cela n'a pas suffi, nous sommes de faire une campagne nationale dans toutes les régions. Une pathologie qui touche déjà 99 des 200 districts de santé du Cameroun, d'où l'urgence de l'organisation d'une campagne nationale de vaccination. Le fardeau de la rougeole au Cameroun à date fait état de plus de 4000 cas confirmés de rougeole. Dans 99 sur 200, raison de 49% des districts de santé dans toutes les 10 régions, sans compter les cas qui circulent en communauté sans être référés dans les formations sanitaires. Dans la région littorale qui nous concerne, 16 sur 24, à raison de 67%, les districts sont en épidémie de rougeole, parmi lesquels 9 districts de santé, la ville de Douala. Les spécialistes le rappellent, la meilleure stratégie de lutte contre la rougeole et la rubéole est préventive et c'est le vaccin. Le traitement repose exclusivement sur des mesures préventives, dont la vaccination qui va renforcer l'immunité des enfants. Il n'y a aucun traitement pour se débarrasser d'une rougeole déclarée. Les enfants cibles éligibles que vous voyez sont les enfants de 0,9 à 59 mois. La stratégie pour les atteindre, ce sera donc une vaccination dans les formations sanitaires et dans les tout autres lieux publics que les marchés, les chefferies, certains carrefours, qui seront identifiés par nous les responsables des formations sanitaires. Les enfants de 9 à 59 mois sont concernés par cette campagne qui ira du 5 au 9 juillet 2023. Les agents vaccinateurs feront du porte-à-porte, seront présents dans les lieux à forte fréquentation et dans les centres hospitaliers.
Yolande Bodian est l'invitée de ce dimanche dans le cadre de cette autre édition de Face à l'actu avec elle. On partage évidemment ces moments intenses d'intérêt pour l'audiovisuel, le récent salon international qui a été organisé ici à Douala avec les acteurs des différents métiers de l'audiovisuel qui évidemment ont partagé leur expérience. Je veux dire, Yolande, évidemment, on partage votre... enthousiasme. Votre enthousiasme. Oui, vous faites bien de me prêter le mot, c'est exactement le mot que je cherchais. Votre enthousiasme, j'ai failli dire satisfait, mais quand on regarde tout ce qui gravite autour de l'audiovisuel, producteur, éditeur, câble opérateur, opérateur satellitaire et tous les autres métiers là, mettre tout cela en synergie. Je parlais de votre enthousiasme, de votre amour pour cela, mais dans la réalité, est-ce que c'est facilement faisable? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est facile. Ce n'est pas du tout facile, mais je pense qu'il faut déjà commencer. Okay. Il faut commencer et puis au fur et à mesure, les uns et les autres vont comprendre et vont rejoindre le bateau. On ne peut pas avoir tout le monde au même moment. On ne peut pas avoir tout le monde en une seule fois. Ce n'est pas possible. On aura toujours des personnes qui viennent en retard ou alors qui ont besoin qu'on leur explique davantage de quoi il s'agit. On n'a pas la même compréhension des choses tous. Donc je pense que ça va prendre le temps. Il y en a qui n'étaient pas là, qui nous ont écrit après avoir vu les images et tout ça pour dire on s'excuse. Certains n'étaient même pas au pays, enfin on dit qu'ils n'étaient pas au pays. D'autres ont dit qu'ils n'avaient pas bien compris, ils ne pensaient pas que ce serait comme ça. Donc c'est pour dire en fait que quand on a semé une graine, il faut se dire que ça prend le temps de grandir. On n'a pas l'intention de faire le miracle tout de suite, ce n'est pas possible. D'accord. Mais ça va se faire de manière progressive. Justement sur le plan de la croissance de la graine que vous avez semée, il y a une projection déjà sur la deuxième édition. Oui. La deuxième édition, quand nous pensions à la deuxième édition, on se disait dans 2 ans. Okay. On a eu énormément de retours et pendant l'événement, on s'est rendu compte effectivement que le problème est très profond. Nous sommes partis avec la naïveté de ce que tout le monde comprendrait tout de suite. Mais en écoutant les panélistes, en écoutant les participants qui posaient des questions vraiment profondes, on s'est rendu compte que... le problème n'était pas aussi simple qu'on croyait. Donc, nous sommes en train de réfléchir avec le ministère de la Communication pour voir quand est-ce qu'on pourra mettre la prochaine édition. L'année prochaine, peut-être. Who knows? Peut-être, vu les problèmes qu'il y a, quand même, peut-être bien, on verra. Mais d'ici à là, il y a peut-être un comité, je ne sais pas, il y a un suivi. Il y a un suivi. Il y a un comité qui travaille, comme je disais, on termine les rapports. Ensuite, donc, les rapports, on va les transmettre au ministère de la Communication. Et il y a une équipe, un groupe de plusieurs entités de l'audiovisuel qui va être mis en place pour travailler justement avec le ministère. Justement, la part importante des pouvoirs publics, mise en œuvre, comité, remettre rapport, est-ce que ça ne pourrait pas être... j'ai failli dire un risque, justement de ralentir l'évolution que vous souhaitez certainement assez rapide de la mise en œuvre. Est-ce que donner comme ça tout le paquet au pouvoir public, au gouvernement, qui a également d'autres engagements importants? Oui. Il faut montrer au gouvernement que c'est un engagement important, très important et même urgent, justement. Et je crois que c'est pour ça que le ministre de la Communication lui-même s'est déplacé et qu'il a donné son patronage tout de suite. Quand nous lui avons présenté le projet, il a dit « j'achète » tout de suite. Donc, tout dépend de comment on présente le projet. Et aujourd'hui... les retours que nous avons eus du ministère de la Communication et du ministre lui-même, c'est lui qui met le feu maintenant. C'est pour dire que quand vous touchez à un point qui est sensible et que vous montrez que vous avez les solutions pour cela, en vous mettant ensemble, le gouvernement va suivre. On connaît la lenteur administrative et tout ça, mais je vous avoue que nous avons été surpris par la rapidité, la célérité avec laquelle le dossier SINAC a été géré au ministère de la Communication. Et je le dis encore pourquoi? Parce que c'est peut-être nous qui nous mettons les barrières la plupart du temps. Cet état que nous décrions souvent, peut-être on va en déposer notre dossier et on reste chez soi et on attend. Quoi qu'on fasse, moi j'ai toujours considéré que ce que je fais est un produit que je vends. Et quand je vais vendre, je suis mon client.
ou tout comme je vais suivre mon fournisseur quand j'ai besoin d'acheter quelque chose. Je mets la pression. Et déposer ne suffit pas. Suivre, c'est très important. Et ce dossier, nous le suivons, nous l'avons suivi et c'est la raison pour laquelle nous avons peut-être eu le résultat que tout le monde a vu. Et je dois rappeler que, par exemple, la demande de patronage que nous avons déposée au ministère de la Communication, on n'a pas attendu 2 semaines pour avoir la réponse. Au bout d'une semaine, on nous a appelés du ministère et j'étais la première surprise. Oh! Et moi qui pensais que ça traînerait et tout, non. Ça a été traité. C'est pour dire que parfois on se met les barrières et parce qu'on se met les barrières, on a des préjugés. On ne franchit pas l'étape. On s'est dit non, si l'autre a fait, il m'a dit non, vivez vous-même votre expérience. D'accord. L'une des ambitions affichées dès le départ à l'entame, je me souviens qu'il y a eu une conférence de presse qui a annoncé l'événement, c'était de faire du Cameroun une forme de hub. De l'audiovisuel. De l'audiovisuel en Afrique centrale. Ouais. Vous vous rapprochez de cette ambition-là ou... La preuve, c'est que c'était le premier salon international organisé, de l'audiovisuel organisé en Afrique centrale. Il n'y en avait jamais eu. Donc, ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est en Afrique centrale, il n'y en avait jamais eu. Nous tous, quand on en disait audiovisuel, salon de l'audiovisuel, tout le monde courait, on se retrouvait tous au Discop, en Afrique du Sud, organisé par je pense que c'est l'anglais ou un truc comme ça. Donc, en Afrique centrale, il n'y en avait pas. C'est ça qui avait fait tilt dans ma tête, où je me suis dit, oh, attention, on ne va pas continuer à aller à chaque fois chez les autres, alors qu'on est capable d'organiser chez nous, à partir de nos histoires personnelles, à partir de notre expérience, à partir des talents que nous avons. Donc, l'ambition affichée, c'était que le Cameroun devienne le hub de l'audiovisuel en Afrique centrale. Et nous avons donc commencé. Tous les pays aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui devaient être là. Le Tchad était là, le Congo était là également. Tous ces pays-là attendent vivement la prochaine édition. Ce qui veut dire que le Cameroun devient donc le hub en audiovisuel Afrique centrale. Vous vous êtes fait accompagner par un certain nombre d'acteurs de premier plan, le docteur Evelyne Bengakoun, le président Chop Chop, évidemment Cyril Bojiko. Quelle est la responsabilité des acteurs que nous sommes dans un événement comme celui-là, mais au-delà de la simple participation. Exact. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai dit dans mon discours, un salon audiovisuel comme celui-là, ce n'est pas ce salon de Yolande Bodian. Ce n'est pas le salon de Marabout. Et c'est le discours que j'ai toujours tenu. C'est que c'est ensemble, en réalité, qu'on doit mettre des synergies pour que ça réussisse. Ça veut dire qu'on a besoin, par exemple, d'un panéliste. OK, STV va dire, OK, moi, le panéliste, là, je le prends en charge, puisqu'il faut les prendre en charge. Absolument. Je le prends en charge. Bojiko va dire, moi, je prends en charge ceci. L'autre va dire, moi, je prends en charge ceci. C'est ça, en réalité, qui fait en sorte qu'on réussisse un événement comme celui-là. Et pour cette première édition, les uns et les autres, effectivement, ont contribué en apportant de leur expérience, en apportant de leur intelligence, qui, normalement, se vend. L'ont apporté de manière gratuite, de manière bénévole. C'est un apport énorme déjà qui a été fait. Et c'est vraiment comme ça que nous comptons travailler pour que cette synergie-là viendra de cela, que chacun vienne avec ce qu'il a, on met ça ensemble pour que ça change, puisque nous avons les mêmes problèmes. Il n'y a pas un qui va aller derrière pour essayer de résoudre son problème. Il aura peut-être le tiers, mais alors que si on est ensemble, on aura suffisamment pour tout le monde. Et on pourra donc changer la donne et offrir à nos téléspectateurs ce qu'ils attendent de chacun de nous. Plutôt que de les laisser aller ailleurs et la nature ayant horreur du vide, après nous recevons les pierres alors que nous avons tout pour les satisfaire. Les premiers retours que vous avez sur la réactivité ou la réaction de l'opinion, de votre cible, des publics, sont lesquels? Positifs. Très positif, et je peux comprendre que ce soit positif. Je disais encore qu'on nous, on n'a même pas fait le tiers de ce qu'on souhaitait, réaliser parce que financièrement, c'était compliqué, mais les retours que nous avons sont très positifs. Bien entendu, il y a eu la pluie qui a quand même limité un certain nombre de choses, mais de manière générale, les retours sont positifs. Nous prenons ça comme étant un appel à améliorer. Ce que nous avons déjà fait et nous allons en tenir compte. Et en termes de retour positif, quelles sont les attentes singulières? Je veux dire, que se dit le public vis-à-vis de ce qu'ils regardent, ce qu'on leur offre à la télévision et sur les autres plateformes? Alors, le public nous parle des décors, par exemple, ce qui est clair, et nous compare aux autres, ce qui est normal. Le public nous parle du fond, c'est-à-dire de nos contenus, qu'on ne leur donne pas ce qu'eux ils veulent. Regardez, parce que voyez-vous, aujourd'hui, la démarche, c'est quoi?
c'est que je m'assois chez moi, je conçois une émission, et puis que je vienne à la télé et je commence à présenter mon émission sans tenir compte de ce que... Est-ce que le téléspectateur, c'est ce qu'il veut? Il faut qu'on change notre démarche. On doit avoir l'approche marketing aujourd'hui qui veut qu'on parte du marché pour proposer des choses. Il faut qu'on ait des sondages. Il faut qu'on fasse des études marketing pour savoir ce que le téléspectateur camerounais et africain cherche, ce qu'il veut, pour ne pas qu'il se retrouve à aller sur les chaînes européennes pour prendre. Donc vraiment, c'était ça également l'une des principales préoccupations de ce salon, c'est qu'on change notre façon de travailler, de servir le téléspectateur, l'auditeur. C'est lui qui est au centre de tout. C'est lui qui décide de ce qu'il regarde ou pas. Et on doit le mettre au centre de nos préoccupations. Donc allons vers eux, leur demander ce qu'ils veulent regarder, ce qu'ils ont envie d'écouter. Et à partir de là, on construit nos programmes, on construit nos décors à partir de ce qu'ils nous ont demandé. Prenons l'avant-dernier reportage de cette émission. Vous le savez certainement, il y a eu un conseil d'administration extraordinaire à l'entreprise Codco en début de semaine dernière. Il s'agissait de mettre de nouveaux dirigeants récemment nommés, un directeur général camerounais et un directeur général adjoint tchadien. Reportage. El Hadj Bako Aruna est celui qui présidera aux destinées de l'entreprise chargée de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du pipeline Tchad-Cameroun, la Cameroun Oil Transportation Company, en abrégé Codco. Il vient d'être nommé au terme d'un conseil d'administration extraordinaire, lequel a débarqué Nicolas de Blancpré, lui-même nommé à ce poste il y a quelques semaines, le 24 mai 2023 exactement, à la suite d'un conseil d'administration tenu en France. Précisons que la proposition de ce dernier comme directeur général n'avait pas été validée par les parties camerounaises et tchadiennes. La nomination du Camerounais Bako Aruna répond aux recommandations du conseil d'administration tenu à Paris, privilégiant un esprit de gestion partagée et locale du pipeline et préconisant que le management de Codco soit effectué par une équipe proposée par les deux pays, donc le DG proposé par le Cameroun, le DGA par le Tchad, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois et alternativement entre les deux pays tous les 6 ans. Cette désignation rentre donc dans le processus de stabilisation des relations entre le Cameroun et le Tchad. Magistrat de formation, fils de la communauté Aoussa de Nangaïboku dans le centre, l'actuel directeur général de Codco Cameroun est le directeur général adjoint du port autonome de Kribi. Avant sa nomination à ce poste, il était procureur général près la Cour d'appel de l'Ouest. On aborde la dernière partie de cette émission, Yolande. Oui, il reste une dizaine de minutes, un peu plus. Alors, vous n'avez peut-être pas encore la date, mais comment vous entrevoyez tout au moins la prochaine édition, partant évidemment de l'expérience vécue au cours de ce premier salon? Alors, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait le maximum de professionnels de l'audiovisuel qui viennent de partout dans le monde. Okay. Il faut savoir que là, pour la première édition, on n'en a pas eu des tonnes parce que, voyez-vous, beaucoup étaient sur le Discop qui devait se tenir à Kigali, qui a été annulé. Donc, il y a eu une sorte de découragement et reprogrammer encore le voyage, c'était compliqué. Mais tous sont d'accord aujourd'hui qu'ils attendent la prochaine édition. Donc, on s'attend à avoir un maximum de professionnels de l'audiovisuel, ce qui va permettre de faire quoi? De créer véritablement ce marché, où on va avoir des distributeurs, des acheteurs également de contenu, et on aura même des compétitions pour permettre aux uns aux autres de créer de l'émulation, de travailler dans le cadre de tout ce qui est international, c'est-à-dire des versions internationales de tout ce qu'ils font. Ça va permettre d'apporter, ça permettra d'apporter, on fera un bond qualitatif, mais également un bon quantitatif en termes de nombre de participants. Et aujourd'hui, on a besoin de se frotter à tous les professionnels de l'audiovisuel pour pouvoir s'arrimer à l'international. Ça, c'est le principal objectif de la prochaine édition. Comment travailler ensemble pour s'arrimer à l'international et vendre nos contenus camerounais et africains également chez les autres, plutôt que de prendre essentiellement chez eux, ici chez nous. Non, nous avons un bon vivier. Nous avons des compétences, nous avons le talent qu'il faut, nous avons la matière qu'il faut, nous avons des paysages magnifiques. Et pour les prochaines éditions, ce sera vraiment mettre ça en avant, que les uns et les autres s'appuient sur ce que nous avons pour vendre ça à l'extérieur. C'est notre culture que nous devons
vendre et non pas acheter celle des autres et venir faire une sorte de mix avec la nôtre et puis qu'on se retrouve à perdre des jeunes. Ils ne savent plus où est-ce qu'ils se trouvent, évidemment. Vous dites que vous êtes encore à l'étude et l'analyse des différents rapports qui vous remontent. Mais avons-nous une idée, tout au moins des chiffres en termes de participants, de ceux qui ont fait le tour? Alors, nous avons enregistré 10 000 participants. Ah non, pas moi. 10 000. Parce que tous les jours, il y avait des équipes qui faisaient les enregistrements. 10 000 participants. Des gens qui venaient, des gens qui, en une semaine, 10 000 pour une première, et qui soit tel que ça a été 10 000 participants. Et les chiffres sont là, et ça nous a donné tellement d'espoir. À la limite, on s'est dit, oh mince, si on rajoute, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'on peut encore ajouter 2 jours pour avoir plus de personnes? Non, mais on a eu 10 000 participants au total. C'est juste extraordinaire. Hein? Et du coup, le parcours vite apparaît un peu petit, hein, si c'est 10 000. Alors, pour vous dire, donc, c'est que quand je disais qu'on n'a même pas fait le tiers de notre ambition, on était parti pour occuper les 2 espaces du parcours Vita. Donc, on serait parti sur au moins de Douala, oui, le parcours Vita de Douala. Vous savez que le parcours Vita de Douala a 2 espaces qui sont ouverts. C'était ces 2 espaces qu'on était parti pour occuper. Mais malheureusement, on a été confronté à la réalité. On s'est dit que bon, ok, on ne va pas faire tout ça. On va faire petit. Et on a fait petit, que les gens voient grand. Donc, voilà. Donc, ce sera le parcours Vita a suffisamment d'espace. Et la maquette que nous avons, justement, permet d'avoir, je ne sais pas moi, 50 000 personnes, hein, carrément. Sur le parcours Vita? Ah, ben oui. D'accord. Oui, carrément. Donc, c'est la maquette que nous avions déjà pour la première édition, après toutes les études qui ont été faites par les experts. Et on espère que la prochaine édition, on atteindra justement... On fera un site unique ou alors au fur et à mesure des éditions, vous comptez... On ne va pas se déplacer. On ne va pas se déplacer de la ville de Douala, en tout cas, parce que c'est le salon international, c'est pour Douala, là. Douala est déjà le hub économique, on va dire ça comme ça, et tout se passe à Douala. Donc, le SINAC ne va pas bouger de Douala. Peut-être qu'on verra pour le site, si on a plus grand encore, ce serait génial. Et on en profite d'ailleurs pour remercier la mairie de Douala 5e qui nous a mis à disposition ce site de Parcours Vita, qui a permis de vivre cet événement. On verra en fonction des besoins, mais surtout des nouvelles ambitions, où est-ce que ça se tiendra. Mais pour l'instant, on est encore sur le parcours Vita, sauf si ça change. Prenons dans le tout dernier reportage de ce soir. Il y a Amnesty International qui a produit un nouveau rapport sur la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest notamment. Il interpelle une fois de plus les différents acteurs, tout au moins les protagonistes, les forces de sécurité et de défense et les civils armés qui, dans cette zone, se regardent en chien de faïence. Reportage. Cameroonian authorities must do all that is necessary to stop the violence against the population and carry out thorough investigations into the killings, acts of torture, rape, house fires, and other atrocities committed in the 2 English-speaking regions, says Amnesty International on July the 4th in a damning new report detailing widespread violations in the Anglophone regions of Cameroon. Amnesty International quotes the incident of March 28, 2022, where separatists attacked a Mbororo Fulani community, killing a father, mother, and children. Discrimination and provocative remarks targeting Fulani Mbororos are also repercussions of the crisis. A separatist ringleader encouraged the killing of Mbororos, insinuating they come from a neighboring country. Measures taken by authorities to restrict freedom of expression and rights to seek information have also aggravated the situation. Human rights defenders, activists, lawyers, and media personalities who courageously denounce these atrocities committed by defense and security forces face legal action, arbitrary arrests, and threats. Some of these people were also tried at military tribunals where the international law provides that these tribunals are not competent enough to try civilians. Amnesty International's report also raises serious concerns that Cameroonian authorities are not cooperating effectively with regional and international human rights institutions. Repeated requests for fact-finding missions, Amnesty reveals, are gone unanswered, hampering efforts to assess the situation and call for justice. Yolande,
pour ces dernières minutes. Alors, s'il y a, je vais dire, une interpellation spécifique pour les différents acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les publics eux-mêmes, que ce soit les professionnels de l'audiovisuel, à chacun, quel peut être l'appel que vous direz, non seulement qui c'est pour la réussite du prochain événement, mais au-delà, l'amélioration de la qualité des services audiovisuels proposés et offerts à nos publics. Alors, je dirais simplement qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est très important. Il faut que chacun prenne conscience du rôle qui est le sien. À partir du moment où on est dans l'audiovisuel, nous avons une mission d'éducation, d'information, de divertissement également, mais nous avons des jeunes qui nous regardent. Donc, qu'est-ce qu'on veut leur laisser à nos jeunes-là? C'est cette prise de conscience de notre responsabilité qui peut faire en sorte qu'on passe le cap. Et c'est de venir donc à ce salon, de s'inscrire naturellement à ce salon, de venir apprendre et de dire à ces jeunes que l'audiovisuel, c'est le métier de l'avenir. Hein. Il ne faut pas croire, surtout avec le digital qui est là aujourd'hui. Le chef de l'État a dit qu'il faut capitaliser Internet, il faut les nouvelles technologies. Le chef de l'État a dit qu'il faut s'auto-employer. L'audiovisuel offre tout cela aujourd'hui. Et si on ne s'assoit pas ensemble, et si on n'a pas une prise de conscience collective de ce que nous devons faire changer les choses, parce que oui, l'État peut parler, mais l'État a aussi besoin qu'on leur apporte une contribution. Si on ne prend pas conscience de ce qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble sur des problématiques et qu'on mette le doigt pour crever l'abcès, ce sera compliqué. Donc l'appel que nous faisons, c'est que chaque acteur de l'audiovisuel se mette avec nous pour que nous réfléchissions ensemble. Nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes des partenaires. Et parce que nous avons les mêmes problèmes, et parce que nous avons un Cameroun à construire, parce que nous avons une Afrique à construire, nous devons donc ensemble trouver les solutions pour que nos enfants, quand ils arrivent, trouvent au moins un terrain qui est balisé et partent sur des normes, que nous n'avons pas eues. Parce que nous, on est arrivés dans le tas, on a beaucoup bagarré, il ne faut pas qu'on laisse également cette poubelle, je vais dire ça comme ça, aux jeunes qui arrivent. Il faut qu'on nettoie et qu'ils viennent avec de nouvelles valeurs qui vont construire le pays et le continent. Si ce n'est pas trop tôt, les objectifs pour le prochain salon? Trop tôt, je ne pense pas, parce que c'est tous les jours en réalité qu'on se rend compte de l'urgence et surtout de l'importance des différentes problématiques. Les problématiques qu'on a eues lors du salon, on les a pas arrêtées en un jour. On les a arrêtées pendant des mois. Chaque jour, on modifiait. Chaque jour, quand il y avait une nouvelle donne, on changeait. Donc, on reste dans une dynamique. On est en modèle amélioration continue. Et à chaque fois, que même à la dernière minute, on était capable de changer une problématique parce qu'on avait constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc, pendant le salon, justement, il y a eu des problématiques qui ont connu des changements, des modifications, des réorientations en fonction des problématiques, des problèmes qui se posaient. Donc, voilà. Et objectif en termes de nombre de participants publics attendus? Je suis pas, je le dis toujours, moi le nombre c'est pas un chiffre, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Maintenant, si on a un thème de qualité de personnes, je reste sur la qualité. Si on a un thème de qualité, et qu'on passe de 50 à 200 en thème de qualité, c'est bien. Donc si on est là, on était à combien? On était peut-être une vingtaine ou une trentaine. Si la prochaine édition, on a 40 et que c'est la qualité, c'est bien. On n'a pas besoin des perturbateurs. D'accord. C'est pour ça que je parle de qualité. Voilà, donc c'est la qualité qui compte. Et vous avez donné quel délai pour que tous les rapports, que toutes... Non, d'ici la semaine prochaine. Ah d'accord. Ouais, d'ici la semaine prochaine, les rapports vont être déposés et je pense que début août ou septembre, on aura les nouvelles dates. Vous commencez déjà à travailler sur... Oui, exactement. On commence déjà à travailler. Il y a un travail de fond qui est fait par des équipes, des spécialistes. Il faut savoir que les spécialistes n'étaient pas que du Cameroun. Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Gabon, il y avait le Tchad également, la Centrafrique, le Congo qui travaillaient également pour le cadre de ce salon-là. Donc les équipes ont commencé à travailler, déblayer par rapport à ce qui a été fait, ressortir toutes les questions que les gens posaient, sont en train de regarder les vidéos à nouveau, qu'est-ce qui était dit dans telle thématique et tout ça. Et c'est comme ça que ces équipes sont en train de travailler pour préparer les prochaines éditions. Mais pour un premier salon, je veux dire, c'est vrai, c'était déjà bien de les voir, Côte d'Ivoire, mais davantage en Afrique centrale, on n'a eu que le Gabon, qui reçoit une fois. Ce sera à chaque fois. Ce sera à chaque fois. Ils étaient à l'honneur.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres pays. Ah non, non, d'accord. Okay. Voilà, ça ne veut pas dire que les autres pays, l'Afrique centrale n'était pas là. La Centrafrique était là représentée. Okay. Le Tchad également était là. Même la Guinée équatoriale était là. Okay. Donc c'est pour dire en fait qu'on met des pays à l'honneur. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là. Donc on trouvera à chaque fois un pays de l'Afrique de l'Ouest et un pays également de l'Afrique centrale qui vont être à l'honneur par rapport à leur histoire audiovisuelle et ce qu'ils peuvent apporter en plus à tous ceux qui seront là pendant le salon. J'ai une idée des pays qui seront là, comme ça, peut-être on va commencer à regarder rapidement leur... N'est-ce pas? Bon, ce que je puis déjà vous dire quand même en exclusivité, étant donné qu'on est quand même partenaire, c'est que il se pourrait que la prochaine édition, on ait, pour ce qui concerne les séries télé, les Bobo Diouf. Ah d'accord. Oh. Voilà, oui, ça c'est pour dire. Donc c'est le Burkina. Et on connaît le Burkina en termes d'audiovisuel et particulièrement pour ceux qui font dans les séries, les contenus de séries télévisées et tout ça. Donc là, on a un pourparler. On a également un pourparler avec un autre pays de l'Afrique centrale. Et également, pour ce qui concerne un invité très très spécial, nous sommes en pourparler. Bon. On vous fera peut-être une deuxième pour avoir l'exclusivité aussi de l'invité spécial, mais vraiment... Le moment venu, tout sera dit, le jour dit. On vous remercie sincèrement d'être venu ce dimanche. Merci beaucoup de m'avoir reçu et merci à tous les téléspectateurs de STV Cameroun. Partagez cet amour que vous avez de l'audiovisuel. Que nous avons tous. Ben, certainement. Voilà. Sinon, on fermerait, hein. Tout le monde, quand vous... Ah oui, regarde les difficultés. Ah ben voilà. Ça, il faut tirer un coup de chapeau. Il faut le dire comme ça. Vraiment, ceux-là qui se sacrifient, qui s'engagent. C'est tous ceux qui sont dans l'audiovisuel aujourd'hui, c'est par passion. Ouais. Sinon, ce sera fermé. Beaucoup de courage à vous. Merci à vous aussi. Merci. Cela dit, vraiment merci, hein, je le disais, d'être venu partager ces moments, cette connaissance de l'audiovisuel et tout ce que vous avez mis en œuvre avec nos téléspectateurs qui, on l'espère, ont été édifiés ce soir. Je l'espère aussi. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'Actu. Demain, c'est lundi. D'avance, je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir.